permanence, et pour cela, le matériel lourd est inefficace. Il faut y aller à pied. De toutes les opérations, toujours volontaires pour partir avec les commandos en expédition, le caporal Pierre Schoendoerfer crapahute dans la jungle avec ses camarades, ou patauge dans la boue parmi les fleurs de lotus. Mais quel calvaire! Comme la caméra à réflexe ne dispose que de 3 minutes d'autonomie, Schoendoerfer doit emporter des chargeurs et des batteries de rechange. Avec 20 kilos sur le dos, il ressemble à un baudet. Autant dire qu'avec si peu d'autonomie pour un matériel si lourd, on ne filme pas au hasard. Les plans sont courts, nerveux et toujours pensés. Partageant l'épuisement des soldats, les sangsues qu'il faut décrocher des jambes avec une cigarette, la soif, le harcèlement des moustiques, les corps en sueur, les pilules de quinine qui fondent dans les poches et le tabac trempé, Pierre Schoendoerfer livre une vision esthétique de la guerre, compose ses films comme des tableaux, avec des contre-jours et des soleils couchants. D'une guerre oubliée et de soldats perdus, il fait un tableau lyrique. Sur le vif durant le conflit, comme plus tard dans ses longs métrages, il glorifie ses compagnons, malgré leur sueur, malgré leur peur, leurs chaussures engluées dans la boue des rizières. Schoendoerfer filme le quotidien du soldat avec empathie, l'homme en guerre, en gros plan. Ce qui m'a fasciné, ce sont les visages, les regards. Ce n'est pas le talent qui compte, c'est le cœur. Il faut aimer les hommes. Mais sur les films du SCA, la guerre reste insaisissable. On voit bien au loin brûler quelques villages, mais l'on ne verra pas les militaires y mettre le feu. Cette guerre est à la fois propre et sans ennemi. Et pourtant l'ennemi est là, et les représailles françaises répondent à la terreur du Viet Minh. Toujours sur leur garde, les soldats français et leurs supplétifs vietnamiens savent que les agents du Viet Minh sont infiltrés parmi les paysans. Et ils cherchent à les débusquer. Sur le vif, devant la caméra, on arrête un de ces agents. Mais l'on peut aussi organiser des reconstitutions grossières où les acteurs improvisés ont tendance à surjouer. Il ne faut pas croire que les prisonniers sont aussi bien traités que sur ces images, et interrogés avec courtoisie. Le deuxième bureau, le service de renseignement, pratique aussi des interrogatoires musclés et utilise parfois cet instrument que l'on appelle dynamo ou gégène. Tirant les premières leçons de la guerre révolutionnaire, l'armée a compris qu'il fallait gagner l'adhésion de la population autrement que par la force. L'armée passe à l'action sociale pour s'attacher d'improbables fidélités en prodiguant des soins aux malades du village. De même, elle tente de contrer le Viet Minh sur son propre terrain, celui de la propagande. Des villageois sont par exemple rassemblés pour entendre une harangue anti-Viet Minh. Mais les Français viennent trop tard à la guerre révolutionnaire. Longtemps, ils se sont contentés de jaunir leur armée en incorporant des Indochinois hostiles au Viet Minh. Ils organisent des contre-guérillas avec des partisans issus des ethnies Thaï, Méo ou Moi qui craignent la domination des Viet. Puis, à partir de 1950, le recrutement des supplétifs dans l'armée française est interrompu au profit de la création d'une véritable armée vietnamienne, aux ordres de l'empereur Bao Dai. L'armée française manquant de moyens, il s'agit pour elle de vietnamiser le conflit. Ainsi, la jeune armée vietnamienne, créée et instruite par nous, achèvera un jour l'œuvre de pacification de ce pays magnifique auquel la France a rendu l'ordre et la prospérité. Les jeunes conscrits, que les opérateurs nous présentent comme fatalement enthousiastes, sont formés au tir au fusil mitrailleur et au mortier, à la conduite des chars, au pilotage d'avions de chasse, mais aussi au judo pour les commandos qui connaîtront peut-être le combat rapproché.
on apprend à ces commandos à utiliser les armes de l'adversaire, à savoir l'art du camouflage. Sur terre comme dans l'eau, il faudra revêtir la parure de la nature environnante et se déplacer sans donner l'éveil. Le guetteur Viet Minh est redoutable. Pour lui échapper, on se déguise en buisson flottant et on nagera sous l'eau un tuyau de bambou faisant office de schnorkel. Enfin, pour traverser à pied sec les torrents aux rives escarpées, quelques lianes tressées formeront un pont de singe vite tendu d'une falaise à l'autre. Celui-ci mesure 70 mètres de long. Il franchit la rivière qu'il surplombe de 50 mètres. Baigné dans la clarté d'un crépuscule d'automne, le commando passe le pont de singe avec assurance. Et les rayons du soleil couchant donnent à la scène l'impression d'un ballet bien réglé dont Serge Liffard lui-même admirerait l'ordonnance et l'éclairage. Mais tenir le pays, c'est aussi rester sur place et ne pas se contenter de traverser les villages en colonne. Des postes plus ou moins grands poussent comme des champignons sur toutes les routes du pays. Certains accueillant même la famille, femmes et enfants des supplétifs indigènes. Mais la multiplication de ces petits postes disperse les forces françaises et forme des cibles vulnérables. De plus, il n'empêche ni les embuscades, ni le minage des routes ou la destruction des ponts. On pourra montrer avec quelle rapidité le génie reconstruit un pont abattu. On ne dira pas que c'est peine perdue, que demain il sera de nouveau dynamité. Ce qui se gagne le jour est perdu la nuit. Les postes n'étant pas efficaces pour barrer la route aux troupes Viet Minh, l'armée mise à partir de 1952 sur la stratégie des camps retranchés. Installés en des zones stratégiques, ces derniers regroupent les forces françaises au lieu de les disperser. Leur but est de bloquer l'armée de Giap et de tenir le terrain. Et rien de mieux pour tenir que de s'enterrer selon la bonne vieille méthode des tranchées de 14-18. Se croit-on vraiment en Indochine sur ces images, où pour la caméra, les soldats courent à leur poste de défense pour repousser une attaque imaginaire? À 12 000 km de la France et à 40 ans de Verdun, voilà bien une grande guerre exotique et familière à la fois. Le quotidien déprimant de la vie dans ces postes reculés est très rarement montré. Pas plus que la vie de caserne, qui visiblement n'intéresse personne, car on ne prend la caméra que lorsque l'on part en action. Il y a peu d'images sur ces instants de repos, où l'on se restaure, où l'on écoute Radio France Asie, où l'on se détend en lisant les nouvelles du pays. De ces moments où l'on reçoit le courrier et avec lui les lettres des parents. À quoi rêvent ces hommes qui se dessèchent en poste ou qui se liquéfient en patrouille dans l'enfer vert indochinois? L'écrivain et lieutenant-colonel Jules Roy affirme que les hommes rêvent d'une bonne douche, de bière bien fraîche et de petites femmes. Et rien de mieux pour cela que Saïgon, la Babylone de l'Extrême-Orient. Ce ne sont évidemment pas des choses que l'on montre aux actualités. De Saïgon, on ne verra qu'une ville pacifique, prospère, trépidante et embouteillée. En 1953, Saïgon est une ville moderne, propre, bien éclairée, dotée de belles avenues ombragées. Rien sur les bars et les tripots. Rien sur les établissements du quartier Cholon, le parc à Buffles, l'Arc-en-Ciel ou le Grand Monde, qui sont pourtant les plus grands cabarets et bordels de toute l'Asie.